À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions. Jean-Philippe Ballas qui lit la presse internationale. Axel de Tarlé, le nez dans les chiffres. Eva Rob qui s'endort devant la télé. Bonjour à tous. On commence avec vos quotidiens nationaux et le dessin de Plantu en une du Monde. On voit François de Rugy claquer la porte d'Europe Écologie Les Verts, blam. De l'autre côté, alors que les murs de la Maison Verte sont en ruine, des militants se désolent. Mince, la porte, c'est tout ce qui nous restait. Marion Maréchal Le Pen trouble l'Église, écrit aujourd'hui en France. La députée Front National sera demain l'invitée des universités d'été du diocèse de Toulon. Une présence qui fait des vagues, à tel point qu'en une de La Croix, c'est le porte-parole de l'épiscopat, Monseigneur Ribado-Dumas, qui fait une mise au point. La position de l'Église n'a pas varié sur le FN. Nous continuons à dire que le rejet de l'étranger, une conception et une vision de la société renfermée sur la peur et le refus de l'accueil de l'autre pose problème. L'autre, c'est aussi le migrant. Le Figaro évoque le camion de la mort en Autriche qui contenait au moins 20 cadavres, peut-être jusqu'à 50. Libération s'indigne du camion de la honte, c'est sa une. Combien faudra-t-il de morts, combien faudra-t-il d'atrocités comme celle qui vient de se dérouler en Autriche pour que les dirigeants européens se décident à se hisser à la hauteur de leurs responsabilités historiques, s'interroge Laurent Geoffrin dans son éditorial, avant d'ajouter une dirigeante sauve l'honneur de l'Union européenne, Angela Merkel. Sa réaction est une leçon d'humanité que chacun doit méditer. À la une des régions, Marion Calais, 3 unes qui vous ont marqué ce matin dans la presse quotidienne régionale. Celle de l'Ardennais, d'abord, la chasse au gaspillage est lancée. Titre en première page après que la grande distribution a accepté hier une série d'engagements, notamment pour favoriser les dons aux associations. La chasse aux vaccins, cette fois dans le journal du Centre, confrontée à une pénurie de vaccins pédiatriques, les Parisiens commencent à se tourner vers d'autres départements pour se les procurer, dont la Nièvre, qui prévient désormais, si ça se développe, les stocks seront réservés aux Nivernais. Une image marquante à la une également, celle d'un crédit agricole totalement détruit. Une agence détruite par les flammes à Frasnes dans le Doubs. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 banques ont été pulvérisées par une explosion, la seconde à Sochaux. Aucun lien établi, mais des coïncidences troublantes, écrit l'Est républicain. Mais l'image de cette banque, elle est dévastée. Complètement. On va la mettre sur Twitter avec le hashtag un matin. L'histoire du jour, c'est celle d'un Avalonnais. Tiens, Avalon, quel département? Interro surprise. Lyon. C'est Lyon, oui. Lyon 89. Donc un Avalonnais qui triomphe très très loin de sa Bourgogne. Près de 9000 km le séparent de son Lyon natal. Robin Deyana est en train de devenir une vraie star à Séoul, où il s'est installé récemment en Corée du Sud, exactement. D'abord, il y a été 1 an dans le cadre de ses études d'informatique. Ensuite, il s'est installé là-bas et après avoir vécu de petits boulots pendant 3 ans, il s'est fait connaître grâce à la télé, Eva Rock, grâce à un talk show très populaire là-bas, Non-Summit, qui réunit tous les soirs à la télé 12 jeunes hommes de différentes nationalités pour débattre de sujets de société. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça y est, oui. On en avait parlé déjà à la fin de l'année dernière. Voilà, c'est un concept en tout cas qui connaît un grand succès là-bas. Et il s'est très vite imposé comme le beau Frenchie de la bonne, plutôt beau gosse. Du coup, aujourd'hui, dans le cadre d'une autre émission, il fait découvrir son pays d'origine aux Sud-Coréens. On l'a vu ainsi hier à la piscine d'Avalon. Il retrouvera aujourd'hui ses potes de breakdance avant de regagner Séoul, où il suit désormais des cours d'art dramatique pour espérer sans doute aller encore plus loin. Portrait donc à lire dans Lyon Républicaine, c'est ça? Lyon Républicaine. Voilà. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on revient sur la tuerie en direct à la télévision américaine avant-hier. Il y a pas mal d'éditos dans la presse outre-Atlantique. Oui, et j'en ai retenu un assez marquant dans les colonnes du New York Times, un peu sur le thème « Si enfin on tirait les leçons de cette énième tragédie ». On parle ici bien sûr de la réglementation des armes à feu aux États-Unis et le journal de constater. Mais aujourd'hui, il y a des règles pour tout, pour les voitures, pour les jouets, pour les piscines. Il y a même des réglementations pour les échelles, des échelles qui sont à l'origine, nous dit-on, de la mort de 300 personnes en Amérique chaque année. 300 morts pour les échelles. Les armes à feu, elles tuent 92 personnes par jour aux États-Unis. À titre de comparaison, nous dit le journal, elles ont fait plus de victimes dans les rues, ces armes à feu,
que sur tous les champs de bataille de toutes les guerres auxquelles le pays a participé. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils font rien les politiques? On dit que c'est à chaque fois que c'est le lobby des armes à feu là. Ah, vous avez tout compris. C'est l'un des lobbies les plus puissants aux États-Unis. Il fait obstacle à toute tentative de réglementation, nous dit le New York Times. Le quotidien parle notamment, c'est intéressant, d'un projet qu'il y avait eu de smart gun, un peu sur le modèle des smartphones. C'est-à-dire que quand on vous vole votre téléphone, il y a un compte qui bloque l'accès, il y a un code. Ouais. On pourrait faire pareil avec les armes à feu. C'est loin d'être encore le cas aujourd'hui. Alors le journal cite notamment l'Australie qui manifestement a durci sa législation. Franchement, c'est pas sûr qu'on arrive à ça aujourd'hui aux États-Unis. On s'aperçoit d'ailleurs qu'à chaque nouveau drame, les ventes d'armes augmentent. Et oui, parce que ça peut sembler paradoxal, mais si vous avez beaucoup d'Américains qui, face à la violence potentielle d'un voisin, se disent il est temps que moi aussi je m'équipe. Donc c'est une espèce de course à l'armement. Je vais vous donner un dernier repère qui, moi, m'a fait froid dans le dos. Une étude d'un professeur de l'université d'Harvard qui nous dit qu'un petit Américain a 14 fois plus de chances de mourir d'un coup de feu que n'importe quel autre enfant d'un pays développé. 14 fois plus de risques. Et sur le sujet, Barack Obama, on le sait, voudrait légiférer, mais il est totalement impuissant. Totalement impuissant. Voilà. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé. Est-ce bien raisonnable? Le petit jaune à 6h19. Axel qui nous parle de Pernod Ricard qui trinque aux États-Unis, c'est à lire dans Le Monde. Exactement. Et les États-Unis, c'est le premier marché de Pernod Ricard. Parce que quand on dit Pernod Ricard, on pense au petit jaune. Mais Pernod Ricard, c'est le numéro 2 mondial des alcools. Ils ont une ribambelle de marques, je vais vous en citer quelques-unes: Chivas, Martell, Mumm, Jameson, Havana Club, Ballon. C'est des grandes marques internationales. Alors c'est le moment où il faut dire à consommer avec modération. Exactement. Donc quand on est mondial, on a des problèmes mondiaux. Donc Pernod Ricard avait des problèmes en Chine, vous savez, l'an dernier, parce qu'il y avait une lutte contre la corruption. On avait tendance à offrir des bouteilles de cognac Martell hors de prix aux fonctionnaires chinois. Donc ça c'est fini, boum, moins 23% de chiffre d'affaires en Chine. Ah oui, apparemment la corruption, ça y est. Et maintenant ils ont des problèmes aux États-Unis où ils ont aussi Pernod Ricard, j'ai oublié de vous dire, la fameuse marque de vodka Absolut qui fait la moitié de ses ventes aux États-Unis. Badaboum, c'est en train de baisser aux États-Unis parce que dans cet univers des alcools un peu premium, on est dans la tendance, dans le marketing, et vous faites un peu moins. Et bref, c'est moins à la mode aujourd'hui. Ce qui est à la mode, qui est branché aux States, c'est les alcools locaux, les craft, comme on dit. Vous voyez, ces grandes marques aromatisées sont un peu moins tendance. Alors résultat, il n'y a pas d'autres marchés alors qui s'ouvrent? Si, voilà, c'est l'avantage quand on est mondial, c'est qu'il y a toujours de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Et maintenant, c'est l'Inde. Alors ils nous disent, l'Inde est devenue le 3e marché de Pernod Ricard, devant la France en tous les cas. Vous voyez, c'est quand même pour dire que c'est une belle réussite. Le petit, comment il s'appelait, Paul Ricard, sur le port de Marseille dans les années 30. Le petit, c'est toujours Alexandre Ricard, c'est son petit-fils maintenant qui dirige le groupe et qui est devenu. Non, mais tout ça pour dire que le Ricard, c'est pas grand-chose dans ce groupe qui est devenu un géant mondial des alcools. Voilà, donc c'est à lire dans Le Monde du jour. Le grand concours des enfants, c'est ce que nous suggère de regarder Varrock demain soir à 20h55 sur TF1. Ouais, dans la famille des quiz de culture générale télévisée, je demande la version pour enfants. C'est une première. Et Marion a déjà peur parce qu'évidemment, dans le jeu, ce sont des enfants de 11 à 13 ans qui passent tous en 4e. Et alors, je vais être tout à fait sincère, moi je pense qu'ils m'auraient battu à plat de couture, mais on va voir si vous allez pouvoir répondre aux questions qui leur ont été posées. Donc Marion, on commence avec vous. En compétition officielle, lequel de ces ballons est le plus gros? 1. Le ballon de football. 2. Le ballon de basketball. 3. Le ballon de volleyball. 4. Le ballon de handball. Basketball. Allez. Oui, exact. Bien joué. Julie, de la culture pour vous. Ouh là là. Quel monument n'appartient pas à la liste des 7 merveilles du monde antique? 1. Le colosse de Rhodes. 2. La bibliothèque d'Alexandrie. 3. La pyramide de Khéops. 4. La statue de Zeus à Olympie. La bibliothèque d'Alexandrie, car c'est le phare d'Alexandrie. Exactement, bien joué, bien joué. Et dans ces cas-là, Carlonsois dit oui. Jean-Philippe, on remonte le temps avec vous. Qu'est-ce que l'être humain a utilisé en premier? 1. La roue. 2. Le fer. 3. L'écriture. 4. Le feu. Top, c'est parti. Le briquet. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'était le feu. Ouais, bien joué. Axel, on part dans l'espace avec vous. Ah bah j'adore ça. Moi, je vais y aller. En 1513, qui émet l'idée que la Terre tourne autour du Soleil? Copernic. 1. Nicolas Copernic. 2. Galilée. 3. Johannes Kepler. 4. Isaac Newton. Je vous ai pris les plus faciles, je vous jure, c'est vrai. Franchement, ils m'ont bluffé, les enfants. Ils ont un sens de la répartie. Alors la plus dure pour Thomas. La plus dure pour Thomas. On va écouter une chanson et il faut que vous complétiez les paroles. Oh, bah ça y est. C'est dans le jeu, ça? Oui. 1. Juste l'embrasser.
2, juste le regarder. 3, juste l'écouter. 4, juste lui parler. Top, c'est parti, 5 Juste secondes. l'écouter. Thomas, nul. Juste lui parler. Mais oui, c'est ça. Mais moi, j'écoute avant de parler. Je suis désolé, faut pas m'en vouloir. C'est mon métier d'écouter les gens. Louane, Alors, votre chérie. mais je alors. l'écoute, Louane. Et alors les enfants ont tous répondu juste à cette question, Thomas. Voilà. Bon, eh bien voilà, je suis éliminé au tour préliminaire du grand concours des enfants. La suite, c'est demain, samedi, sur TF1 à 20h55. Rideau sur C'est le sympa, on va kiosque. regarder en tout cas.